Salam alaikum. Bon. Donc on va enchaîner avec un autre atelier avec le professeur Jidan Saïd, ECG, cas pratique. Marhaban bikoum. Merci, Dr Wafi. Donc rebonjour. Alors, on va voir le CG. D'accord. Vous êtes au courant que aujourd'hui on a eu un événement un petit peu tragique. Donc tout à l'heure il y avait un malaise donc chez une consoeur. Donc malaise au bord de la mer. Donc on l'a transporté à l'hôpital. Donc c'était un IDM inférieur. Alors donc ça veut dire que ça peut arriver à n'importe quel moment dans toutes les situations. D'accord. Et pas qu'à l'hôpital. Bien, donc je sais que 45 minutes, ce n'est pas suffisant pour traiter l'ECG, mais on va voir une méthode pour une lecture rapide de l'ECG, d'accord, pour déceler ce qui est pathologique, pour avoir l'œil pertinent de différencier entre le normal et le pathologique, et ça vous fera de vous de bons cardiologues. Alors, pas de conflit d'intérêt concernant cette présentation. Alors, l'ECG, c'est une longue histoire, donc ça a commencé il y a à peu près 200 ans, par la découverte de potentiel d'action par Dr Matteucci, c'est un Italien, et puis vous connaissez un peu l'histoire de Beethoven avec la découverte des déflexions PQRST, et puis vous connaissez certains noms comme Pardet qui a découvert, donc c'est le premier qui a décrit le premier IDM, c'était en 1920, et Wilson, les dérivations AVR, AVF et AVL. Et puis il y avait la convention américano-britannique concernant la position des électrodes de V1 à V6 qu'on utilise actuellement. Donc ça veut dire que tout est conventionné. Donc on parle le même langage quand on parle de l'électrocardiogramme. D'accord. Donc il faut respecter ces consignes, c'est très important pour avoir donc un bon tracé et pour qu'il soit interprété n'importe où dans le monde. Voilà, donc c'est ce monsieur qui a décrit les premières déflexions, Beethoven, pour lesquelles il a reçu donc, le prix Nobel 1924. Ça, c'est le premier appareil ECG. Hein. Donc, vous imaginez à quoi ça ressemble actuellement. Donc, on a des petits gadgets, des moniteurs, on a même des montres où on peut voir le CG. Il y a des trucs qu'on peut connecter avec nos téléphones portables. Donc, dans la génération high-tech. Bien, donc poser les électrodes, c'est très important. Donc on a des électrodes qu'on va poser au niveau des membres et on a des électrodes qu'on va poser sur le thorax. Donc électrodes périphériques pour les dérivations frontales et électrodes précordiales pour les dérivations précordiales. Donc rouge, noir, vert, jaune. Donc rien ne va jamais pour ceux qui jouent le poker ou bien jeune voyou non recommandable. Ouais, donc vous choisissez ce que vous voulez comme phrase. Et puis on a donc ça permet de décrire trois dérivations. La D1, donc la D1 entre bras droit, bras gauche. La D2 entre bras droit et le pied. Et la D3, donc entre bras gauche et le pied. Et bien sûr, les dérivations amplifiées amplified. AVR, AVL, AVF, donc décrites par Wilson. Donc ils vont compléter donc notre CG pour avoir 6 dérivations. Donc il nous reste 6 autres dérivations pour parler de 12 dérivations, c'est les dérivations précordiales. Là, je veux noter donc, quelque chose de très important, c'est l'emplacement des 2 premiers électrodes. Il faut les placer au niveau du 4e espace intercostal. C'est très important, sinon on aura des problèmes de déflexion, et ça, on va le voir par la suite, ça va jouer sur l'interprétabilité de notre CG. Donc pour en faire, donc on a une petite saillie osseuse au niveau du sternum, ce qu'on appelle l'angle de Louis. Vous pouvez le toucher, donc vous touchez vous-même. Donc descendez, on a la fourchette sternale. Vous descendez, il y a une petite saillie osseuse, ça correspond au 2e espace intercostal. Et puis après, 3e espace intercostal, 4e espace intercostal, vous placez vos électrodes de part et d'autre du sternum. C'est très important, d'accord. Après, vous placez la 3e, donc entre D2, V2 et V3. La 4e sur la ligne mamelonnaire, la 5e sur la ligne axillaire antérieure, la 6e sur la ligne axillaire moyenne. D'accord. Et puis les dérivations postérieures, V7, V8 et V9, et les dérivations droites. Alors les dérivations droites et postérieures, on les demande quand on trouve une anomalie au niveau de l'ECG, ou bien face à une douleur thoracique. Pourquoi ? Parce que si on a des images de sus-décalage, il faut trouver un sous-décalage dans le territoire opposé. Et si on a un sous-décalage, il faut chercher un sus-décalage dans le territoire opposé.
D'accord? Donc si on trouve un sous-décalage, un ST-, ça ne veut pas dire que c'est un ST-. Ça pourrait être un ST+, mais dans un territoire opposé. C'est pour cela qu'il faut compléter les 12 dérivations par 6 autres dérivations pour faire les 18 dérivations. D'accord? Donc les 3 postérieures et les 3 à droite. C'est bon pour les électrodes? D'accord. On passe. Alors cela nous permettra de faire une schématisation en 3 dimensions du cœur. Donc on a les frontales, on a les précordiales. C'est comme si on a posé des caméras autour du cœur. Et c'est une représentation électrique, vous êtes d'accord avec moi. Donc, et là, à travers l'interprétation de l'ECG, on peut imaginer le cœur, comment il est, la lésion où il se situe. Donc la coronaire qui est atteinte, si on est devant un IDM. Alors, un tracé de CG, ça ressemble à ça. Donc on vous ramène un tracé de CG. Alors la première chose qu'il faut vérifier, c'est quoi? Très bien. C'est la date. La date. Est-ce que ça correspond aujourd'hui ou pas? La deuxième des choses, c'est le nom. Sinon, on va traiter quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas. D'accord? C'est l'identito-vigilance. C'est important. Ça arrive. On fait des erreurs de traitement concernant des patients en faisant des erreurs de nom. Troisième des choses, l'étalonnage. En général, ils sont là, en bas. Ou bien vous allez trouver un rectangle. D'accord? C'est ce petit rectangle, donc 1 cm en haut, un grand carreau donc, de travers. Donc ça correspond à 25 mm par seconde de déroulement du papier et 10 mm pour 1 millivolt, donc pour l'amplitude. Ça, c'est conventionnel, d'accord? Parce que sinon, autrement, si on change l'étalonnage, ça va changer notre tracé et ça va nous induire en erreur, d'accord? Notamment la tamponnade, l'épanchement péricardique. Bien, alors aussi le filtre, il faut que notre filtre doit être en marche, d'accord? Il ne faut pas enlever le filtre, comme on fait tous. Dès qu'on a des petites trémulations, allez, on enlève le filtre. Alors si on enlève le filtre, on enlève des déflexions qui peuvent être pathologiques. Alors le filtre, normalement, c'est un moyen qui permet de passer, enfin de sauter ce qu'on appelle les trémulations en rapport avec le courant électrique. Alors si vous branchez votre appareil dans le courant électrique, normalement le courant il a une fréquence de 50 MHz. Et du coup, si vous branchez votre appareil dans le courant, donc ça va donner des trémulations de la ligne de base, d'accord, qui peuvent être interprétées. Alors quand on met le filtre, donc on enlève ces 50 MHz, et du coup, c'est l'appareil, c'est-à-dire que s'il y a une trémulation, c'est en rapport avec le patient. Alors là, un conseil, premier conseil, si vous avez des trémulations, débranchez l'appareil et laissez l'appareil sur batterie, déjà. Et si les patients, ils font par exemple les parkinsoniens, ils font des secousses musculaires, on aura des trémulations d'aller de base. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Une idée? Oui. Il faut changer la position des électrodes. Non, il faut pas changer la position des électrodes. Parce que si on met les électrodes au niveau des membres, d'accord, les trémulations des mains, ça va créer des secousses. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend cette électrode et on la met ici, au niveau de l'acromion. C'est une zone moins musculée et du coup, donc, il y aura moins de trémulation. Ça s'appelle les dérivations de Lund. Gardez-le en tête, je n'ai pas mis la slide. Dérivation de Lund. Donc on met donc surtout les dérivations périphériques, on les met de la distale vers la proximale. Alors ceux du pied, on les met au niveau fémoral et ceux au niveau des épaules. Ça, c'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on vérifie aussi? Ce qu'on appelle la concurrence. Est-ce que notre ECG, il n'y a pas d'inversion d'électrode? Je vous donne une astuce qui est simple, d'accord? Une astuce plutôt. Regardez la D1 et regardez la V6. Elles doivent se ressembler. Elles doivent être identiques. D'accord? S'ils ne sont pas identiques, vous dites qu'il y a une inversion d'électrode. Surtout la rouge avec la jaune. D'accord? Parce que regardez ici. On va revenir à cette slide. Oups. Voilà. Regardez ici. La D1, elle est là. Et la V6, on a V1, V2, V3, V4, V6. Donc ils sont dans la même direction. Ça veut dire que l'axe de V6
est le même que l'axe de D1. Ils doivent se ressembler. S'ils sont positifs, ils sont positifs. S'ils sont négatifs, ils doivent être toutes les deux négatifs. Bon, il y a plusieurs astuces. Il y a la zone de transition, la progression, etc. Donc on verra ça par la suite. Mais gardez en tête, ça saute aux yeux. Parce qu'en général, on fait des inversions d'électrodes, soit la périphérique, donc la D1, la D6, soit au niveau de placement. Donc on met la V1 et la V2 donc au niveau du deuxième espace au troisième espace. Et du coup, on aura des ondes P négatives en V1 et en V2. Normalement, ils doivent être positifs, surtout celles de la V2. Ils doivent être toujours positifs, la P, l'onde P. Donc si l'onde P est négative en V1 et en V2, pensez aux électrodes qui sont replacées. Revoir votre patient. Bien, et puis par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On fait une analyse de notre CG. De droite à gauche et de haut en bas. C'est-à-dire D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, 1 jusqu'à 6. V1 jusqu'à V6. D'accord? Donc les dérivations d'Enthoven, les dérivations de Goldbach et les dérivations de Wilson. Et puis après, alors qu'est-ce qui reste dans tous les ECG, les appareils, donc les nouveaux appareils plutôt, donc on a toujours un tracé lent. Alors le tracé lent, ça permet d'analyser s'il y a des blocs auriculoventriculaires, s'il y a des extrasystoles, parce qu'ils peuvent ne pas apparaître sur un ECG, donc 12 dérivations. Et puis on a quelques chiffres que l'appareil va nous analyser. Ça, vous pouvez vous en fier, hein, donc c'est exact. Pour l'interprétation, il faut toujours se référer à votre interprétation. D'accord? Parce que l'appareil fait des calculs, mais ce n'est pas toujours exact. Alors les appareils, de toute façon, les appareils ils essayent de mesurer donc, les intervalles et les durées, c'est exact. Et ils essayent de faire, parce que le système, c'est nous qu'on l'a intégré. Des fois, on a des problèmes d'interprétation parce que l'appareil ne connaît pas la clinique, ne connaît pas le malade. Donc, ils essayent d'interpréter juste les déflexions. Alors, pour l'interprétation finale, c'est-à-dire votre diagnostic, il faut toujours se fier à votre diagnostic, à vous. Après, vous pouvez vous servir, bien sûr, des mesures qu'on a. Donc, l'appareil nous donne. Ça, c'est juste une facilite la donne pour ne pas passer beaucoup de temps à faire des mesures. Mais pas d'appareil qui donne un diagnostic, parce que sinon, donc, notre utilité n'est plus là. Hein. Bien. Donc là, je vous propose un schéma d'interprétation qui est facile. D'accord? Ça s'appelle IFRAC. IFRAC. Al-IFRAC. ياك فيها يفرق كل أمر عظيم أمرا من عندنا حافظيش قرآن إنا كنا منزلين. Bien. Alors, I pour l'interprétabilité. La première des choses, est-ce que le CG est interprétable ou pas? D'accord? Donc, on a parlé des déflexions, la D1, la V6, l'onde P négative, etc. Est-ce qu'il y a des tribulations? Est-ce que le filtre, il n'y a pas de filtre? Donc, la première des choses qu'il faut vérifier. La deuxième des choses, parce que si le CG n'est pas interprétable, ce n'est pas la peine d'essayer de continuer. D'accord? Il doit être interprétable. Deux, la fréquence. On va voir par la suite comment la calculer. La troisième des choses, le rythme. Est-ce qu'il est régulier? Son origine. Quatrième chose, l'axe, QRS. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il n'est pas normal? Et on finit par la largeur de la QRS. Est-ce qu'il est large ou non? Fin. Ça veut dire quoi? Large ou fin? Ça veut dire que le problème, soit il est situé en haut, dans l'étage supraventriculaire, ou dans l'étage ventriculaire. Déjà, on se situe anatomiquement là où la lésion est. Alors, IFRAC, je pense que c'est simple. Ça prendra combien de temps, selon vous, pour faire tout ça? Une estimation? Une minute? Qui dit mieux? 3 minutes? 20 secondes. Donc, 20 secondes, ça vous fera de vous un bon cardiologue. D'accord? Un bon cardiologue. Mais de toute façon, vous êtes appelé à interpréter un ECG. On est des médecins. D'accord? C'est vrai que les cardiologues, ils ont une certaine expertise parce qu'ils interprètent beaucoup plus que nous. D'accord? Et puis, ils suivent leur interprétation. Lorsqu'ils posent un diagnostic au niveau de l'ECG, ils font de l'échographie, ils font de cathétérisme, ils font des explorations, des épreuves de rythmologie. Donc, ils suivent leur diagnostic comme ça. Donc, voilà. Donc, l'expertise, il est venue de là. Après,
20 secondes, donc on a le temps. Là, on a un diagnostic. Là, on a le temps. On prend notre réglette de CG et on peut analyser, on peut mesurer les durées, les intervalles, etc. Mais 20 secondes, on a déjà un diagnostic. On sait ce que le patient est là. Et on va voir, donc on va vous mettre à l'épreuve pour voir est-ce que vous pouvez, donc à 20 secondes, donc interpréter un ECG. D'accord? Alors, interprétabilité. Donc, bonne qualité de ECG, ça veut dire que le tracé doit être bon. La ligne isoélectrique doit être bonne, pas de tribulation, pas d'ondulation. D'accord? Bonne position des électrodes, donc on a déjà parlé de ça. Donc D1, V6 pour les inversions des électrodes des membres. La l'onde P négative en V1, V2, c'est les électrodes haut placées au niveau du thorax. Et la progression de V1 à V6. Vous savez que la progression, elle est continue, c'est-à-dire que l'onde R, elle commence petite, elle s'agrandit jusqu'à devenir exclusive en V6, et l'onde S, elle est profonde en V1, et elle diminue de taille jusqu'à disparaître pratiquement en V6. Ça s'appelle la progression, avec une zone de transition en général entre V3 et V4, et lorsque on a la zone de transition, elle est déviée vers V4, V5, on dit qu'il y a une distorsion, donc une distorsion cardiaque vers la gauche ou une distorsion cardiaque vers la droite, d'accord? Ça n'a rien à voir avec l'axe. Et puis, un bon réglage de l'appareil, on en parlait de ça. Donc, la vitesse, l'amplitude, etc. La progression, c'est ça. Regardez, là, VR, elle commence petit ici et s'agrandit jusqu'à devenir actualisée en V6. Et là, l'onde S, c'est la première onde négative. Hein. C'est Enthoven qui a dit ça. Hein. Et puis, elle diminue de taille jusqu'à pratiquement disparaître. Zone de transition où la somme des deux ondes, elle s'annule. Donc, en général, V3, V5, c'est normal. « 25 mm, pardon. Ça, c'est une erreur. C'est bien. 25 mm. Alors, la fréquence. Il y a plusieurs méthodes. Alors, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est la mémométhode. C'est quoi la mémométhode ? Alors, il y a ceux qui divisent par 300, c'est la méthode mathématique. La mémométhode, c'est-à-dire qu'on apprend un certain nombre de chiffres en rapport avec les grands carreaux. Un grand carreau, 300, c'est-à-dire que si j'ai la première onde R, la deuxième onde R après un grand carreau, ça veut dire que le rythme de mon patient est 300 battements par minute. Après deux grands carreaux, 150, 75 et ainsi de suite. Il y a la méthode mathématique, c'est-à-dire on va prendre le nombre des grands carreaux entre les deux ondes R. Espace RR, d'accord? On va prendre le nombre de grands carreaux, c'est le N, et on divise 300 par le nombre de grands carreaux. D'accord? La troisième méthode, c'est la méthode des 5 secondes. Un grand carreau, c'est 5 petits carreaux, d'accord? C'est 200 millisecondes. 5 grands carreaux, c'est 1 seconde. 25, c'est-à-dire par bloc de 5 grands carreaux, ça fait 5 secondes. D'accord? Alors, on va voir pourquoi on utilise la méthode des 5 secondes. D'accord? Et on multiplie par 12. Et puis, on a la règle de CG. Régulier, exactement. Voilà, donc ça, c'est la mémométhode. Alors, il faut la prendre par cœur. Hein, 300, 150, 175, 60, 50, jusqu'à 43, parce que au-delà, la vie est compromise. Hein. On sait bien que c'est une bradycardie extrême. D'accord? À 300, c'est surtout pour les ENDEF de la fibrillation atriale, les flotteurs, donc 1 pour 1. Si on a un flotteur donc avec une conduction 1 pour 1, donc on pourra avoir une fréquence cardiaque à 300 battements par minute. Mais au-delà, il n'y en a pas. D'accord. Alors là, il faut que le rythme soit régulier. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Quoique, on a quand même une petite variation respiratoire, ce qu'on appelle l'arythmie respiratoire, parce qu'avec l'inspiration et l'expiration, surtout chez les patients qui ont une hypovolémie, donc on a quand même un allongement des espaces RR ou un raccourcissement des espaces RR. Mais c'est tout à fait normal. Alors la réglette, donc on pose notre réglette donc, au niveau de la première onde R, et puis on saute 2, et ça nous donne donc la fréquence. C'est bon? La règle, elle est simple. Alors le rythme, il doit être régulier, c'est-à-dire les espaces RR ils doivent être identiques. Sinusal, c'est-à-dire que l'influx cardiaque qui donne donc naissance à la contraction
cardiaque, elle prend naissance au niveau du nœud sinusal, avec un rythme de 60 à 80 battements par minute. Et les QRS, c'est sans fin. Ils doivent être fins. Ça veut dire que leur naissance, elle est supraventriculaire. Bien sûr, à l'exception des blocs de branche et de Wolff-Parkinson-White. Le rythme jonctionnel, c'est simple. Absence d'onde P. À chaque fois que vous n'avez pas d'onde P qui précède les complexes QRS, pensez au rythme jonctionnel. Des fois, l'onde P elle tombe après le complexe QRS, on appelle l'onde P rétrograde. Mais il faut avoir une loupe avec un œil pertinent pour la trouver. Le rythme ventriculaire, absence d'onde P avec des complexes QRS qui sont larges. Donc dès que vous avez un complexe QRS large, pensez à un problème ventriculaire. Et bien sûr, les rythmes électro-entraînés, on les connaît comment? Les pacemakers, exactement. Comment on va les reconnaître sur le CG? Les spikes. Et il y a des spikes. D'accord? Chaque complexe, elle est précédée par des spikes. Il faut les trouver, pourquoi? Pourquoi il faut trouver ces spikes chez un patient qui est déjà appareillé? Ça veut dire que l'appareil, il marche. Il marche. Bien. Alors, l'axe du cœur, l'axe normal, il est entre D1 et AVF. Et sur le CG, donc, on doit avoir donc, la dérivation D1 et la dérivation AVF. Bien sûr, négatif, positif. Et on doit poser notre axe ici. Alors, normal, entre 0 et 90, relativement. Au-delà de D1, on parle d'un axe gauche. Et au-delà de VF, AVF, donc, on parle d'un axe à droite. C'est un axe électrique, pas un axe anatomique. Ce n'est pas le cœur qui se divise à droite ou à gauche, c'est le vecteur électrique qui se divise à gauche ou à droite en rapport avec une hypertrophie de l'une ou de l'autre structure. Donc hyper gauche, hyper droit. Et puis il y a une zone no man's land, donc qui correspond bien sûr à une zone vasculaire. Alors ça, c'est quelques mesures qui sont très utiles à connaître. La tachycardie, on parle de tachycardie lorsque la fréquence dépasse 100. On parle de bradycardie lorsqu'il y a affaire à 50 ou 60 battements par minute. La durée de l'intervalle PR, ça ne dépasse pas un grand carreau. PR, c'est le début de l'onde P et le début de l'onde QR. La durée de QRS, le complexe, tout le complexe QRS, ça ne doit pas dépasser 3 petits carreaux. D'accord? Segment ST, elle fait la suite du segment PR. Il faut toujours l'analyser en fonction du segment PR. Des fois, elle est descendant et on a le segment ST qui continue le segment PR et on parle de sous-décalage alors que c'est la même continuité. L'onde T, elle ne doit pas dépasser les 2/3 de l'onde R. Elle ne doit pas être en dessous de 10% de l'onde R. Si elle est en dessous, on parle d'une onde T plate. Et si elle est plus de 2/3, on parle d'une onde T ample. L'intervalle QT corrigé, il faut le mesurer. Ça, c'est une étape qu'on oublie tous, surtout avec le Covid. On avait pas mal de patients qu'on a mis sous traitement. Il faut toujours vérifier derrière donc l'espace QT, ou l'intervalle QT. Normalement, il est inférieur à 430 millisecondes chez l'homme, 450 chez la femme. Comment on mesure le QT? Vous avez une idée? Soit la règle. Donc, on a la règle. On a l'appareil aussi qui nous donne le QT corrigé. Alors, vous allez trouver QT-C ou QT-B. Ah oui, C pour corriger et B pour basette. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On trace des lignes entre le début de l'onde Q et la fin de l'onde T. Là, par exemple, c'est ECG. Ça fait 9 mm. Un petit carreau, c'est 40 millisecondes. Ça nous donne 360 millisecondes. Mais là, la fréquence, elle est à 70 battements par minute. Il faut là l'étalonner, c'est-à-dire donner le QT corrigé en fonction de la fréquence cardiaque témoin qui est de 60 battements par minute. C'est pour cela qu'on utilise soit la formule de Basette, soit la réglette. Alors, formule de Basette, c'est celle-là. Donc, QT mesuré sur la racine carrée de 60 sur la fréquence cardiaque. Alors, je l'ai calculé pour vous, ça fait 388. C'est une femme, donc c'est normal. Moins de 450. Sinon, on peut utiliser la réglette, la même chose. Donc, R, puis on sort 2, et puis on fait notre tracé. Ça nous donne la fréquence, et ça nous donne le QT corrigé, plus ou moins. Hein, si c'est une femme, on ajoute 10, d'accord? C'est bon, c'est simple? C'est clair? Ah, la réglette. Donc là, on trace notre tracé. Deuxième espace RR,
Ça nous donne la fréquence et ça nous donne le QT. Le QT théorique. Ouais, c'est corrigé, hein, ce QT corrigé. Alors B sur bas Z, parce que vous allez trouver des appareils où c'est mentionné QTB. C'est pour voir est-ce que le QT il est allongé ou pas. Parce que si vous, le QT il est allongé, déjà il faut penser à un certain nombre de pathologies. Hein, et si vous allez donner un traitement à votre patient, il faut penser à ce que votre traitement il n'allonge pas le QT. Parce que si le QT il est allongé, qu'est-ce qu'il va faire le patient? Trouble de rythme, il va faire une torsade de pointe. Et après la torsade de pointe, qu'est-ce qu'il fera? Ah non, avant l'arrêt. La fibrillation. Il va faire une fibrillation ventriculaire ou une fibrillation atriale. Et l'arrêt. Bien, j'ai fini mon expo théorique. D'accord, on passe à la pratique pour voir est-ce que dans 20 secondes, vous aurez interprété des ECG. J'espère que je suis dans les temps. Hein. Il y a l'arbitre qui me... Alors, 20 secondes, vous avez 20 secondes. Vous appliquez la méthode. Est-ce qu'elle est interprétable, le CG? Interprétable? Non, il n'y a pas de date, oui, je sais. Mais le CG, le tracé? Interprétable, I. Pour la I? Alors, la fréquence? Elle est déjà rapide, c'est une tachycardie. Vous êtes d'accord avec moi? Le patient est tachycarde. D'accord? Je peux calculer la fréquence ou pas? Est-ce qu'il est régulier le moment tracé? Régulier? Vous êtes sûr? Regardez cet espace. Regardez cet espace. Elle est irrégulière? Donc je ne peux pas appliquer la méthode mémo. La méthode mathématique, donc je dois faire la méthode des 5 secondes, d'accord? Allez, je vais vous aider. 5 secondes. Alors, une autre astuce. Un papier de CG, ça correspond à 10 secondes. La moitié, 5 secondes. Ça fait? Donc, 5 secondes, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le nombre 1, 2, 3, etc. Là, j'ai 18 complexes QRS. Je dois le multiplier par 12. 12. Donc la fréquence est 216 battements par minute. Accéléré, oui. Alors, les complexes QRS, comment ils sont? Fin ou large? Fin. Complexe QRS fin, tachycardie, arythmie. C'est quoi? 20 secondes? On a respecté les 20 secondes? C'est une ACF1. C'est une arythmie complète par ACFR. Bon, après, on peut remarquer qu'il y a un sous-décalage ici, et antérieur étendu, latéral, etc. Donc, ça, c'est un détail. Mais vous avez le diagnostic dans 20 secondes. D'accord? Donc, finalement, c'est une fibrillation atriale avec probablement anestémie. Donc, un syndrome qu'on a aigu, ST-. Et c'est un patient rapide, pourquoi? Parce que c'est un patient en sepsis. Normalement, lorsqu'on a une fibrillation atriale, normalement, elle ne dépasse pas 140, 150 battements par minute. Lorsqu'elle dépasse 150 battements par minute, il faut penser à un facteur surajouté. Une fièvre, un sepsis, une infection, une hypovolémie, etc. 20 secondes. Le rythme est régulier, interprétable. La fréquence? Alors la fréquence, je ne vois pas ici, mais ça doit être là. Donc on a 300, 150, 100, 75. C'est entre 75 et 60, je dirais 70. Ouais, donc, alors l'onde P. Alors quand vous analysez, il faut analyser onde P, complexe QRS, onde T. Donc l'onde P, elle est... Le PR, comment il est? Non, là, il est normal, regardez. Moins d'un petit carreau. Complexe QRS est sans fin. On remarque un sus-décalage ici, ici, ici. D'accord? À chaque fois qu'on a un sus-décalage, il faut penser à l'image de miroir. À l'image de miroir, d'accord? Elle est où l'image de miroir, le sous-décalage?
V2, V1. C'est quel territoire? Inférieur? Pourquoi? 2, 3, AVF inférieur. Très bien. Exactement. Donc, on a un sus-décalage avec une image de miroir. C'est pathognomonique. D'accord? C'est pas toujours présente. Mais si on la trouve, ça réconforte le diagnostic. C'est un IDM inférieur. Alors là, la question, il faut connaître les territoires. Ça nous oriente, c'est quoi? Elle est à quel niveau? Droite, exactement. C'est la coronaire droite. Parce que là, c'est démarré chez Alpha. Yak. Bien. Alors, quel est ce territoire? Là, sur un tracé, on peut connaître les territoires. V1, V2. Territoire antérieur, d'accord. V3, V4. Septal. Très bien. Les deux, antéroseptal. Latéral, les trois. Antérieur, étendu. Très bien. Donc, c'est pas la peine parce que je vais comme ça. D'accord? V1, V2, V4, V5. V1, V2, V5, V6. Antéro. Latéral. Septo. Latéral. C'est bon? Oui, mais justement, ça veut dire que au niveau du tracé, on peut imaginer les territoires. Parce que quand on dit antérieur, ça veut dire que la lésion, elle est où? Voyez-vous? De l'artère? Non. Antérieur. C'est l'interventriculaire, c'est ça? La septale, c'est l'interventriculaire. D'accord? La latérale, c'est la CX, c'est la circonflexe. L'étendue, enfin antérieur étendu, c'est le tronc commun. D'accord? Donc on a une idée sur la lésion où elle est. C'est comme ça que les cardiologues le font après. Alors, le territoire, c'est inférieur. Et tout ça à la fois, si vous trouvez un sus-décalage au niveau de tout le CG, une péricardite, oui. Mais péricardite, il faut avoir un sous-décalage PR, avec un sus-décalage étendu, circonférentiel. Alors là, c'est une étape, vous n'allez pas le voir, hein, parce que c'est une étape qui précède la mort. Bien. Alors les territoires, c'est important, parce que nous oriente vers le coronaire, donc il faut connaître l'anatomie. D'accord? Donc là, je vous ai mis donc, le tableau des coronaires correspondant à quel territoire. Puis après, il y a deux territoires dont on n'a pas parlé. C'est le territoire postérieur, c'est vascularisé par la CX, parfois par la droite ou par la marginale, et le droit, donc par la coronaire droite. Donc là, il va falloir faire la V7, V8, V9 et la V3R et V4R. Allez-y, 20 secondes. Alors, c'est un tracé de CG avec des complexes QRS. Comment ils sont? Ils sont larges ici, mais ils sont fins ici. D'accord? Ça, c'est le rythme de base. Hein. Ça, c'est l'anomalie. D'accord? Allez-y. Donc, on a un patient qui a un rythme qui est normal. D'accord? Mais à un certain moment, il fait des complexes QRS larges. Donc, complexe QRS large, ça veut dire que c'est un rythme ventriculaire. Donc, on a plusieurs rythmes ventriculaires à la fois, d'accord, succédés, qui se suivent. Ça s'appelle comment? Une salve. Salve d'extrasystole. Lorsqu'elle dépasse 3 extrasystoles, lorsqu'on a une extrasystole ventriculaire, 2 extrasystoles ventriculaires, 3 extrasystoles qui se suivent, salve. Est-ce qu'on a le droit de parler d'une tachycardie ventriculaire? Oui? Non? On a le droit de parler de la tachycardie ventriculaire, mais il faut différencier entre 2 tachycardies ventriculaires, soutenues et non soutenues. La différence, c'est quoi? C'est que cette salve, elle va se continuer pendant plus de 20 secondes. On a dit que le déroulé du papier, c'est combien? 10 secondes. D'accord?
C'est-à-dire 20 secondes, on a des extrasystoles qui se suivent. Là, c'est une tachycardie ventriculaire soutenue, c'est une urgence extrême. Qu'est-ce qu'il faut faire chez ce patient? Défibriller, très bien. Ça fait. Voilà, alors, on a une salve, tachycardie ventriculaire non soutenue parce que c'est moins de 20 secondes. Et le patient, il a repris son rythme normal. Après, il a fait une salve, rythme normal, salve. C'est un patient classique qui va venir vous voir pour des palpitations. D'accord? Parfois des douleurs thoraciques. Quand vous mettez votre CG ou votre moniteur, vous allez trouver ça. Il faut rapidement l'adresser en cardio pour un appareillage. Qu'est-ce qu'il faut faire chez ce patient? Il faut implanter quoi? Non. Un défibrillateur. Un défibrillateur implantable, interne. 20 secondes. Donc interprétable, la fréquence, je pense qu'elle est régulière, d'accord? C'est un rythme sinusal régulier. Qu'est-ce que vous voyez? L'anomalie qui saute aux yeux. Non, quand même, c'est le décalage. On a parlé de la largeur de QRS. Elle est large. D'accord? Large. Allez-y. Là, quand même, c'est le diagnostic. D'accord? On a un complexe QRS large. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a un complexe qui est fragmenté en V4, V5 et V6. C'est un bloc de branche. Quel type? Gauche. Très bien. Bloc de branche gauche. Un patient qui se présente pour une douleur thoracique avec ça. Bloc de branche gauche de nouveau. Avant, on parlait... Dans les anciennes recommandations, on parlait un bloc de branche gauche de nouveau, c'est l'équivalent d'un ST+. Actuellement, non. Il faut faire quoi? Chercher les critères de Scarbosa, ça vous dit rien? Critères de Scarbosa. D'accord? On va les voir. Alors, critères de Scarbosa, regardez ici. Lorsque on a une extrasystole ou un rythme ventriculaire, la polarité de l'onde T, elle est toujours discordante avec la polarité de l'onde S ou l'onde l'air. Vous m'avez compris ou pas? Non? D'accord. Ici. On a l'onde S, elle est négative. L'onde T qui va la suivre, normalement, elle doit être comment? Positive ou négative? Elle doit être négative. Positive, plutôt. Positive. Ça, c'est le normal, ce qu'on appelle la discordance appropriée. D'accord? Si vous prenez la R, l'onde R, elle est positive ici. L'onde T, comment elle doit être? Négative. Normalement, elle doit être négative. Là, elle est positive. C'est une concordance inappropriée. D'accord? Alors ça, c'est une dame qui a trouvé ça. Ça s'appelle Hélène Scarbosa. D'accord? Pour dire que les femmes, ils ont un œil pertinent. Bravo, mes femmes. Donc, lorsque la polarité de l'onde T, elle est discordante ou concordante avec la polarité du complexe QRS, ça veut dire qu'il y a un 2, lorsque la discordance, elle est exagérée. Normalement, l'onde T elle est positive avec une onde S qui est négative, mais on ne doit pas avoir ce sus-décalage qui dépasse 5 mm. Lorsqu'on a ce dépassement de 5 mm, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des coronaires. Donc c'est un ST+. Effectivement, c'est un ST+, parce que regardez, on a un sus-décalage, d'accord? On a un sous-décalage dans les territoires opposés. On a un bloc de branche gauche, de nouveau chez un patient. On a une concordance positive qui dépasse 1 mm. Et on a une discordance inappropriée, enfin appropriée majeure, qui dépasse 5 mm. Ça, c'est les critères de Scarbosa, d'accord? Ils ont été après modifiés, quelques modifications par Smith, mais bon. De toute façon, gardez en tête, chaque fois que vous avez un bloc de branche gauche avec un patient qui parle d'une douleur thoracique, pensez aux critères de Scarbosa. 20 secondes. Il nous reste combien de temps? On n'a plus le temps? شحال مازال ليه؟ نزيدو شي شويه 5 minutes يلا. Ça dépend de leur interprétation. Moi j'ai fini ma partie théorique. Allez-y rapidement.
Très bien. Ce qui saute aux yeux, c'est un patient qui est bradycarde. Ah, attends. Elle est régulier quand même. Hein. Elle est régulier. Ça, c'est régulier, régulier. Est-ce que qui reste fin? Très bien, ça veut dire... C'est-à-dire que le pacemaker se situe en haut. L'onde P, on n'arrive pas à la voir. Donc, on pense à quoi? Un rythme jonctionnel. Si on ne trouve pas l'onde P, cherchez l'onde P. Alors, est-ce qu'il s'appelle l'onde P maintenant? C'est une onde F de la fibrillation atriale. D'accord? Alors, l'onde P, on la cherche en général en D2. Elle est bien apparente en D2. Lorsqu'on ne la voit pas au niveau de D2, il faut chercher en V1. Est-ce qu'il y a des tribulations de la ligne de base? Regardez. 300 battements par minute de l'onde F. C'est la petite F. C'est une fibrillation atriale. Alors, regardez, une fibrillation atriale sans qu'il y ait de l'arythmie. Pourquoi? Question pour un champion. Normalement, on devrait avoir une arythmie. Non, il n'est pas sous traitement, ce patient. C'est un patient qui a un BAV complet. Il y a une dissociation entre les oreillettes et les ventricules. C'est un rythme jonctionnel, ce qu'on appelle le rythme d'échappement. Est-ce que les gars là se mettent ça? Rythme d'échappement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication entre les oreillettes et les ventricules, et c'est le nœud auriculo-ventriculaire qui a pris le relais. Oui, exactement. Si, bien sûr, c'est une effort. C'est une effort avec une bradycardie. Il faut appareiller le patient. D'accord? Parce qu'on ne peut pas vivre avec un rythme comme ça. Donc, il faut mettre un pacemaker. Rapidement. Oui, très bien. QRS élargi. Une T ample. Elle n'est plus asymétrique, ma T. D'accord? Elle est pointue, entente, diagnostic, hypercalémie. Vous êtes fort. Moins de 20 secondes, elle a eu le diagnostic. Donc, PR allongé, regardez le PR, elle dépasse un petit carreau. D'accord? QRS élargi, avec des ondes T qui sont amples, pointues, symétriques, c'est une hypercalémie. C'est une pathologie des sujets jeunes. Plus les femmes que les... Un PR court, très bien. Regardez l'espace PR, elle est court. À chaque fois que vous avez un espace PR court, il faut penser à quoi? Wolff, Parkinson, White. Et pour faire le diagnostic, il faut chercher quoi? L'onde delta. C'est quoi l'onde delta? C'est l'empattement de l'onde R. Regardez l'onde R. Normalement, il doit être comme ça. Regardez-la ici. C'est comme il y a une petite patte ici. Hein. C'est l'onde delta. C'est l'onde de préexcitation et c'est un Wolff-Parkinson-White. C'est un syndrome de préexcitation. D'accord? PR court en delta. Avec des ondes négatives, c'est normal. Donc, elle est là. Regardez ici. Si vous voyez ici, normalement, l'onde R, normalement, le tracé doit venir jusque là et on a le départ de l'onde R. Et là, c'est comme s'il y a une petite bosse. D'accord? Une petite colline avant que l'onde R il part. Donc, on l'appelle l'onde delta. Avec un PR court, regardez l'espace PR. D'accord? Un petit carreau. Hein? Syndrome de Wolff-Parkinson-White. En général, c'est des sujets jeunes qui vont présenter ça. Et en général, ils vont venir pour vous dire qu'on a des palpitations. Des fois, ils passent en Wolff-Parkinson-White et ils ressentent des palpitations. Et le patient il va consulter pour ça. Quand vous faites votre CG, vous avez le diagnostic. Traitement, c'est l'ablation. L'ablation. D'accord? Parce qu'il y a un faisceau, ce qu'on appelle le faisceau de Kent, donc qui fait une excitation précoce des deux ventricules avant qu'il passe par le auricule ventriculaire. Avant l'appareil, avant l'ablation, oui. Parce que c'est pas un appareil, non, c'est une ablation. Parce que le risque, c'est la dégénérescence du Wolff-Parkinson-White en tachycardie ventriculaire. C'est ça le risque.
Donc il faut ablater ces patients pour qu'ils ne s'aggravent pas. Si, là, peut-être, non, il y a pas. De toute façon, il peut reprendre sa vie normale. Hein. D'accord. Complexe QRS fin. Régulier, irrégulier. Irrégulier. D'accord. Onde P. Absente, si. On a des ondes P. Regarde, on a une onde P là. Elle est là. C'est ces ondes P, ça. Ce n'est pas des ondes T. D'accord. QRS fin. C'est une fibrillation atriale. D'accord. Rythme irrégulier avec complexe QRS fin. Premier diagnostic, fibrillation atriale. Ça fait. Allez. Elle est régulière. Elle est régulière. Pratiquement. Elle est bradycarde. D'accord. Deuxième astuce, chaque fois qu'on a une bradycardie, il faut penser à quoi? Un bloc auriculo-ventriculaire. L'onde P. Alors l'onde P, il faut chercher dans le tracé lent ou bien dans la D2. D'accord? Elle est négative, fine. Et ça se ressemble, donc il n'y a pas d'inversion d'électrode. D'accord? En V2, elle est où V2? Elle est là. Oui, elle est bifide, je dirais, bifide. D'accord, biphasique. Regardez les ondes P. Donc on a les ondes P, ils sont là. Et on a les complexes QRS qui sont là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les oreillettes, elles battent à leur rythme. Et les ventricules, elles battent à leur rythme. Donc il n'y a pas de connexion. Troisième degré. C'est le même cas qu'on a vu tout à l'heure. Hein. D'accord? Large, avec un bloc auriculo-ventriculaire. Complet. Troisième degré. C'est bon? Dixième. Il nous reste 2 ECG hein, avant de finir. Régulier, sinusal. Complexe QRS fin. J'ai mis un billet. C'est l'indice de? Très bien. Elle est à combien? C'est une HVG? Vous êtes d'accord avec moi? Ah, ce que vous voulez, plus de 35. Plus de 35, c'est plus de 35. HVG, vous êtes d'accord avec moi? Oui? Alors que non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Indice de Cornell. Regardez, 35, c'est la limite. Il doit être supérieur strictement à 35. Que ce soit un homme ou une femme. D'accord? La femme parle de 45. Mais plus de 35, c'est une HVG, strictement. L'indice de Cornell, c'est la R en AVL et la S en V3. Elle doit être supérieure à 20, inférieure plutôt, supérieure à 28 chez l'homme et supérieure à 20 chez la femme. Alors là, même si on a 35 en indice de Sokolov, en indice de Cornell, elle est correcte. Donc, ce n'est pas une HVG. On l'oublie toujours, il faut toujours calculer l'indice de Cornell. D'accord? Elle est plus récente que l'indice de Sokolov. Sokolov, il était ancien. Donc là, c'est une belle... C'est pas nouveau, mais quand même, ça date un peu. Mais l'indice de Cornell, il faut toujours le calculer à côté si on suspecte une HVG. Pour dire est-ce que le patient il a une HVG ou pas. Oui, l'axe, allez-y. L'axe, il est correct ou pas? Alors, D1, il est positif. AVF, elle est positive. Normal.
Est-ce que c'est un ECG normal? Oui, c'est un ECG tout à fait normal. Alors, les sujets jeunes, vous pouvez trouver des déflexions qui sont un petit peu amples. D'accord? Après, ils se règlent avec l'âge. Et si le sujet est jeune, on peut trouver aussi des blocs de branche droit. Donc, un aspect fragmenté de l'onde R ou de l'onde S au niveau de V1 et V2. Ça, c'est tout à fait normal lorsqu'ils ne sont pas symptomatiques. C'est bon? Bien. Le rythme, il est irrégulier, complexe QRS qui sont fins. Donc, c'est une F1. Ça fait complexe QRS fin, rythme irrégulier, une F1. D'accord? On cherche l'onde P ici, on ne la trouve pas. En la cherchant D1, regardez. Tac, 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 tac. Ça fait, c'est une fibrillation atriale. Mais qu'est-ce qu'on a encore? Non, non, là ici il n'y a pas de microvoltage parce que ici il y a pas de, parce que normalement le microvoltage doit être étendu. Regardez les déflexions ici, l'onde S, l'onde S, l'onde S, l'onde S, l'onde S, l'onde R. Alors l'indice de Sokolov, notre indice de Sokolov, il est normal. Il est normal. Mais si on calcule le Cornell, il doit être supérieur à 40. C'est une HVG, même si un indice de Sokolov est normal. Vous voyez? C'est plus spécifique, plus significatif, mais les deux, il faut utiliser les deux. Donc, fibrillation avec une hypertrophie ventriculaire gauche. Tachycardie, régulière ou pas? Régulière, complexe QRS, fin. Tachycardie avec complexe QRS qui sont fins et qui dépassent les 200 battements par minute. C'est un flotteur, d'accord? Un flotteur. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut chercher dans les flotteurs? Les signes de toit d'usine, aux ondes de scie, d'accord? Les ondes F, grand F. Dernière slide. Elle est en arrêt? Bientôt en arrêt? C'est une activité anarchique, d'accord? Est-ce que vous arrivez à individualiser les complexes QRS? D'accord. Les ondes P non plus. C'est une fibrillation. Et regardez, il faut toujours comparer les complexes. Complexes QRS, il faut les comparer. Regardez ici, elle ne ressemble pas à celle-là, elle ne ressemble pas à celle-là, elle ne ressemble pas à celle-là. Ça veut dire qu'il y a plusieurs foyers ventriculaires. Donc c'est une fibrillation ventriculaire, il faut faire quoi? Défibriller le patient, sinon il va mourir. D'accord? Fibrillation ventriculaire. Merci. Désolé pour le retard. Disco.